Les champs de code de sécurité sont un joli défi de design à un moment clé de l'expérience utilisateur. Je vous propose quelques bonnes pratiques et astuces pour designer votre prochain parcours d'authentification tout de suite dans Parlons Design. Parlons Design saison 6 est supporté par son partenaire privilégié, la KakatoS Academy, la nouvelle façon de se former au design. Salut, c'est Romain Pinchna, bienvenue dans un nouvel épisode de Parlons Design pour parler d'un sujet assez précis, mais qui m'a pas mal intéressé en ce moment et donc je trouvais sympa de vous en parler, c'est les champs de code de sécurité. Alors c'est tout simplement les zones de saisie pour taper le code de sécurité que l'utilisateur a reçu à plusieurs moments potentiels de l'expérience. Aujourd'hui il y a 3 cas d'usage principaux de ce type d'input. Premièrement, c'est quand on a la connexion avec double authentification, qui est de plus en plus répandu, tout simplement pour des raisons de sécurité, c'est quand l'utilisateur va s'authentifier avec son identifiant et mot de passe, plus derrière va avoir une vérification avec un code qu'il va recevoir sur son téléphone ou sur sa boîte mail, et donc là on va avoir un champ de code de sécurité. Ça va être aussi utilisé dans le cas de signature électronique, où on va vouloir, pareil, authentifier l'utilisateur en lui envoyant un code sur son téléphone ou sur sa boîte mail. Et enfin, le troisième cas d'usage qui est encore plus générique, c'est dans des procédures de mots de passe oubliés. Maintenant, ce qui va être fait, avant il y avait souvent les questions secrètes, mais qui est quand même un gros carnage en termes d'expérience utilisateur, et donc souvent pareil, ça va être un code unique qui va être envoyé à l'utilisateur sur son téléphone ou sur son adresse mail et qui va lui permettre de retrouver accès à son compte. Voilà, ces 3 cas d'usage vraiment hyper clés dans l'expérience, c'est vraiment les choses qui peuvent complètement tuer un parcours. Si l'utilisateur peut plus se réauthentifier, il a plus accès à votre service et probablement il quitte votre application et va se tourner vers un concurrent, donc c'est extrêmement important. Ça semble être un champ tout anodin, on attend probablement un code à 6 chiffres la plupart du temps. Bon, c'est tout bête. Mais en fait, c'est un champ qu'on va pouvoir optimiser énormément en termes d'expérience utilisateur grâce à des optimisations natives proposées par les différents OS ou par du bon design qui va accompagner ça. Donc voilà, je trouve ce moment hyper intéressant, on en fait rarement comme ça des épisodes sur un sujet très 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 précis. Aujourd'hui c'est la journée, si vous allez bientôt designer ce type d'input, ça tombe bien, et puis sinon j'espère que ça vous inspirera, ça vous donnera des idées et peut-être des pistes de réflexion en plus, si jamais vous vous retrouvez dans cette situation dans le futur. Donc allez, on est parti, on va voir comment on peut optimiser au mieux cette mini-expérience avec quelques bonnes pratiques. En commençant par les basiques, il y a plein de choses au niveau système qu'on peut faire et qui vont grandement améliorer l'expérience utilisateur. Le premier point, c'est tout simplement d'adapter le clavier au type de code. La plupart de ces codes de sécurité sont juste des chiffres, et dans ce cas-là, sur mobile notamment, on va pouvoir demander à l'OS d'afficher uniquement le clavier numérique avec les chiffres. Ce sera plus pratique pour l'utilisateur, ça lui indiquera aussi que le type de code qu'il doit chercher, s'il ne l'a pas encore reçu, ça va être un code numérique, et donc ça va l'aider à le situer aussi dans le mail ou dans le SMS. Et donc rien qu'en affichant le bon type de clavier, on donne beaucoup d'indices et beaucoup de facilité d'usage à nos utilisateurs pour saisir ce code. Le deuxième point au niveau de l'OS directement, c'est que ce soit iOS sur iPhone ou Android sur la plupart des autres téléphones, ils ont des systèmes qui vont automatiquement détecter dans les SMS les codes de sécurité comme ça, et vont proposer de l'autocomplétion dans le champ directement. C'est-à-dire que si votre utilisateur a le focus sur le champ qui est fait au moment où il reçoit le SMS en question, ça va lui proposer directement, on a vu que vous avez reçu tel code, cliquez dessus pour l'insérer et passer à l'étape suivante. Ça demande un tout petit peu de configuration en général au niveau de développement, mais par contre ça apporte une facilité d'usage énorme à l'utilisateur, tout simplement parce que il a plus rien à faire, c'est quasiment 100% automatique, donc la compatibilité avec ça est hyper importante. Voilà, on a commencé avec 2 petits tips basiques qui en termes de design sont quasiment rien, c'est juste de la configuration technique, mais rien que ça va énormément améliorer l'expérience de nos utilisateurs. Continuons avec d'autres optimisations qui cette fois-ci vont être de notre responsabilité. La première chose qu'on doit faire pour améliorer au mieux cette expérience à ce moment-là, c'est d'afficher un aperçu relativement caché, mais de l'adresse de destination qu'a saisi l'utilisateur.
que ce soit une adresse mail ou un numéro de téléphone, s'il vient de taper son adresse mail, c'est hyper intéressant de lui réafficher son adresse mail à ce moment-là, pour lui dire c'est le code, tu vas le recevoir à telle adresse. Comme ça, s'il s'est trompé d'adresse mail, il va pouvoir s'en rendre compte et va pas attaquer le système, il va juste revenir entre guillemets à l'étape précédente, modifier son email et continuer le processus. Dans le cas où il vient de saisir son adresse mail et que vous lui envoyez un SMS, faites attention par contre de ne pas montrer l'ensemble du numéro de téléphone. Parce que si potentiellement c'est quelqu'un qui essaye de voler des données, il pourrait accéder au numéro de téléphone d'une personne dont il connaît juste l'adresse mail, et du coup ça devient une faille de sécurité. Faire hyper attention à ça, mais même dans ce cas-là, c'est possible de montrer par exemple les 3 derniers chiffres du numéro de téléphone. Ça crée pas une faille de sécurité, mais par contre ça peut permettre à l'utilisateur de se rendre compte soit que le numéro qui était lié à son compte est plus le bon, soit qu'il avait fait une erreur à ce moment-là, mais en tout cas de se rendre compte, est-ce que le code que je dois recevoir est bien envoyé à une adresse ou à un numéro de téléphone qui m'appartient, qui est encore valide, etc. Ça permet tout simplement de savoir où chercher pour l'utilisateur, et puis de savoir s'il y a un problème ou non. Le second point qui va être important lié à ça, c'est de laisser une possibilité aux utilisateurs de renvoyer, de redemander le code de sécurité. Ils l'ont pas reçu pour une raison ou une autre, un problème d'envoi de votre côté ou un problème de réception du leur, c'est hyper important de leur laisser la possibilité de redemander un code de sécurité. Revenons un petit peu sur le côté positif, ces champs-là ont la plupart du temps un nombre de caractères définis, souvent ça va être des codes à 6 chiffres, à 4 chiffres ou à 8 chiffres. Il est hyper important, une petite facilité d'usage, que dès que l'utilisateur a rentré le nombre de caractères demandés, votre input valide automatiquement ou non le code, mais en tout cas fasse le check automatiquement pour lui dire est-ce que le code est bon ou non. On sait que c'est ce nombre de caractères-là. La plupart du temps, si l'utilisateur a saisi ce nombre de caractères-là, c'est qu'il a essayé de saisir le code, et du coup, vous pouvez lancer la validation automatique. C'est une petite facilité d'usage, mais qui va grandement améliorer l'expérience utilisateur. Et enfin, en dernière option de secours que je vous recommande pour rester vraiment dans les basiques, c'est toujours proposer des alternatives d'authentification. Si le code par SMS ou par mail ne fonctionne pas, parce que c'est pas la bonne adresse de l'utilisateur, parce qu'il y a un problème d'envoi sur votre côté, ou autre, il faut toujours avoir une solution complémentaire. Alors justement, ça peut être alternative par mail au lieu de par SMS ou inversement, mais il faut à minima une solution de secours. Voilà, ça c'était les basiques. Désormais, on va pouvoir passer au niveau suivant, à créer l'input un petit peu avancé qu'on connaît tous pour les codes de sécurité de la sorte. On parlait justement il y a peu de la validation automatique quand le bon nombre de caractères est saisi par l'utilisateur. Pour pousser ça encore un petit peu plus loin, on peut tout simplement montrer un input avec chaque case pour chaque numéro séparée l'une de l'autre, faire une case par caractère attendu. Si c'est un code à 6 chiffres, faire 6 cases dans l'input. L'avantage c'est que pareil, on est hyper clair avec l'utilisateur, très vite il va savoir en fait j'attends un code à 6 caractères, s'il y a 6 boîtes. Et en plus, c'est un pattern relativement récurrent sur ce type d'input pour les codes de sécurité, et donc il va encore plus rapidement comprendre que en fait là, il va recevoir un code de sécurité et qu'il va devoir le saisir. Par contre, attention là-dessus, ça demande du dev custom, c'est pas du tout un type de champ natif, et du coup, il y a plein de petits états, plein de petites actions qu'il va falloir anticiper, qui d'habitude sont complètement natifs, sont gérées directement, et là, vous allez devoir gérer de manière manuelle, on va dire. La première chose, c'est la gestion de l'état sélectionné. Comment on fait pour qu'à chaque fois que l'utilisateur saisisse un caractère, on passe à l'input suivant, et au contraire, quand il l'efface en passant en arrière, on revienne à l'input précédent. Donc toute cette navigation d'un input à l'autre, d'un caractère à l'autre, il va falloir la gérer. Comment aussi est-ce qu'on gère le copier-coller ? Parce que bien évidemment, vous en doutez, pour ces codes-là, beaucoup de monde vont aller copier-coller le code depuis leur boîte mail ou depuis le SMS. Vu qu'on est dans un champ custom, pareil, il va falloir faire attention que l'utilisateur peut bien facilement coller l'élément qu'il a mis dans son presse-papier dans cet input-là, et que ça le gère au mieux. Donc attention, quand on veut pousser les choses loin comme ça, c'est hyper bien parce que, on l'a vu, il y a plein d'avantages, c'est hyper clair pour l'utilisateur, mais par contre attention, ça demande de gérer plein de side cases à côté qu'on a l'habitude de valider pour acquis, parce que c'est natif, et là, ça devient plus vraiment natif, et donc attention de bien proposer une solution à tous ces petits points-là. Il y a peut-être d'autres side cases, à vous de les explorer au moment de votre phase de design. Voilà. Attention quand on veut pousser l'input en le séparant chiffre par chiffre, souvent il y a tous ces petits side cases à gérer.
Terminons ce podcast avec les petits bonus pour aller plus loin, et notamment la gestion des erreurs répétées. Notamment quand on va envoyer des codes de sécurité par SMS, ça coûte relativement cher en termes de service d'envoyer des SMS, et donc va falloir anticiper les gens qui vont demander plein de fois le même code, ou vont finir par se retrouver bloqués parce que pour une raison ça ne marche pas, ils n'ont pas vu que ça leur envoyait à leur bonne adresse, le système marche pas de votre côté, ils ont leur téléphone bloqué, sont pas connectés à la bonne adresse mail, bref. Plein de raisons qui peuvent faire que des personnes vont rentrer dans le processus et le recommencer plusieurs fois, voire plusieurs dizaines de fois. Va falloir anticiper tout ça. La première mesure de sécurité par rapport à ça, c'est de limiter le délai entre deux demandes de code. On va demander à l'utilisateur d'attendre 60 secondes par exemple entre chaque demande de code. Donc bien penser à l'informer là-dessus, à lui montrer qu'il y a un compte à rebours, que dans un certain temps il va pouvoir le faire, et lui redonner la possibilité au bout d'un certain temps. Va aussi falloir, derrière, si l'utilisateur c'est la 4e fois qu'il demande le code et qu'il se passe toujours rien, lui proposer de l'assistance. Donc par exemple, après un certain cap, on va pouvoir lui dire est-ce que vous voulez contacter notre support pour vous débloquer ? On voit bien que ça marche pas, arrêtez d'envoyer des SMS, trouvons une solution. Ou encore mieux, on va lui proposer une solution directe, le rediriger vers un autre parcours après un certain nombre d'erreurs. Il a demandé 2 fois, 3 fois le code, on va lui dire est-ce que vous voulez pas plutôt recevoir le code par mail ou utiliser un autre moyen de connexion ? Voilà, toujours penser, ça semble être vraiment des side cases, mais en fait c'est des side cases qui vont coûter relativement cher, qui vont être très contraignants pour ces utilisateurs-là, et donc même si c'est 2% des gens qui vont se retrouver dans cette situation, penser dès le début ces cas va être hyper précieux pour la réputation de votre produit, pour la qualité de l'expérience de vos utilisateurs. Également, une bonne pratique qui peut être à ce niveau-là, c'est dès l'écran où vous avez votre input de code de sécurité, qu'il y a un bouton besoin d'aide ou quelque chose comme ça, qui amène vers un guide, qui amène vers de l'assistance, mais en tout cas qui montre à l'utilisateur que vos équipes sont mobilisées pour l'accompagner dans cette étape hyper critique. Ça, à minima, un point rassurant, un point qui va dire aux utilisateurs, en fait vous êtes en train de vous connecter, regardez, on est déjà là pour vous, c'est hyper positif comme message, et dans le cas où ils ont un problème, ça va être en plus hyper utile. Donc vraiment, faut penser à ces cas-là, faut surtout pas les ignorer. Également, pour pousser ça plus loin, on peut penser à des alternatives en termes de moyens de connexion. Aujourd'hui, on a les Magic Link, justement, où l'utilisateur va saisir son adresse mail, il va recevoir un lien directement, et en cliquant sur le lien, ça va le connecter automatiquement, même pas besoin de saisir un code, il suffit de cliquer sur le lien. Donc ça peut être aussi une très bonne alternative. Il y a aussi de la double authentification avec les appareils de confiance, donc un appareil sur lequel votre utilisateur est déjà connecté. Depuis cet appareil-là, il va pouvoir dire oui, c'est bien moi qui me connecte, et du coup valider sa connexion sans code. Donc voilà, il y a plein d'alternatives qui existent là-dessus. Faut pas hésiter à les explorer, à voir ce qu'elles valent et à voir si elles correspondent à votre situation. Mais voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. C'est une mini-étape vraiment au sein du parcours, mais qui peut être extrêmement frustrante pour l'utilisateur, et donc c'est hyper important d'anticiper tous les edge cases pour optimiser le taux de succès de cette étape et pas perdre des utilisateurs tout bêtement alors qu'ils avaient envie de se connecter ou de s'inscrire. Moi j'aime bien les épisodes très focus comme celui-ci où on parle d'un pattern très particulier. Je sais pas ce que vous en pensez, j'aimerais bien avoir vos avis. Dites-le moi sur LinkedIn ou sur Twitter, les liens sont dans la description. C'est toujours un grand plaisir d'avoir vos feedbacks, ça me permet aussi de savoir sur quoi orienter les épisodes. Donc n'hésitez pas vraiment à m'envoyer un petit message, c'est toujours hyper motivant pour continuer le podcast. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez bien évidemment vous abonner pour ne pas rater le reste de la saison 6. C'est un épisode toutes les semaines. Et puis voilà. Ravi de vous avoir partagé ça durant cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine. Salut.